La bataille des marches du patrouilleur. La charge de Tyrion était motivée par son instinct, non une quelconque stratégie. Mais dans les prémices de la bataille, cela importait peu. Les premiers à ressentir sa fureur furent une bande d'affreux lances grondiens. Ils étaient à quelque distance du cœur des combats et servaient de garde du corps à l'une des servantes de Drusalla qui projetait un feu noir. Les elfes noirs firent trop tard face à cette nouvelle menace. Et les longues lances d'Ellyrion perforèrent les haubers. La sorcière entama un sort qui la ferait disparaître en sûreté, murmurant de ses lèvres parfaites. Mais Croc du Soleil trancha sa tête prématurément, et les sabots de Malandir piétinèrent son corps sur l'herbe dorée. Les guerriers de Gronde s'éparpillèrent comme la paille devant la faux, et les chevaliers d'Ellyrion les balayèrent. Il y avait des selles vides parmi eux, car les chevaux étaient avides de venger leurs cavaliers. Le vent soufflait en rafale au soleil couchant, hurlant par-dessus les cimiers, de sorte que les cris de guerre des chevaliers sonnaient davantage comme le chant funèbre d'un mourant que comme la promesse des vivants de verser le sang. Tyrion mena la charge contre un second régiment, qui portait l'hydre de Clar-Caronde sur son étendard. Ces Nagarotti eurent le temps de dresser leurs boucliers, mais en vain. Tyrion était le châtiment incarné, et il s'enfonça dans les rangs des elfes noirs en projetant ses ennemis dans son élan. Tous les chevaliers qui le suivaient n'étaient pas aussi chanceux. Plusieurs vidèrent leurs étriers lorsque le mur de bouclier plia sans céder. D'autres furent tirés du sol, où des poignards cruels et des talons ferrés mirent fin à leur part de gloire aux côtés de Tyrion. Les Nagarotti souffraient davantage. Le second fut régiment mis en déroute. C'est écrit comme ça. Hein. Le second fut régiment mis en déroute comme le premier. Donc c'est le second régiment fut mis en déroute comme le premier. Et les patrouilleurs massacrèrent les fuyards en jubilant. Alors que grandissait l'obscurité, Caradrian luttait en silence comme toujours. Les seuls sons accompagnant sa respiration étant le raclement du métal contre le métal et les cris de ses victimes. Autour de lui était réunie une grande compagnie de gardes phénix, tous aussi stoïques que lui. Caradrian n'était guère inquiet pour ses propres guerriers, mais grandement pour le reste de son armée. Il observait les lanciers de Crace voler en état ou être hachés par l'acier des corsaires. Il avait vu une phalange de Saferi piétinée par des chevaliers Nagarotti, portant la bannière de Malus Darkblade. Si Ashtari avait été en état de se battre, Caradrian leur aurait porté secours, mais le phénix était sévèrement touché et ne pouvait pas voler. Entravé par les blessures de sa monture, incapable d'offrir la moindre parole en raison de son vœu de silence, Caradrian luttait en attendant les renforts qu'il savait en chemin. Il ne mourrait pas aujourd'hui. Plus loin, au sud, parmi un groupe d'arbres blanchis par le soleil, les lances des crocs de Crace se mesuraient au glaive des exécuteurs, appelés la garde haussienne. Les soldats en blanc luttaient avec toute la fureur des lions de leur royaume, frappant autant avec leurs boucliers et leurs hampes qu'avec le fer de leurs lances. Par contraste, les exécuteurs étaient d'une précision exemplaire. Chaque lame détrempée restait en garde pendant plusieurs secondes, ne s'abattant qu'au moment le plus propice pour fendre le bouclier ou décapiter un adversaire.
Les 3 premiers rangs des Crassiens étaient un fatras de corps mutilés et les Nagarotti, aux masques sinistres, s'enfonçaient encore. Tularis Dreadbringer était à la tête des exécuteurs, la voix de Kane le pressant à chaque coup qu'il portait. Son Drake se mouvait sans cesse, tournoyant d'une attaque parfaite à une autre. Une gerbe de sang récompensait chaque coup, sa lame tranchant sans effort les écailles d'Itilmar et les aumes d'acier. Un capitaine crassien, son cri de défi aussi sauvage que le vent, abattit sa hache ancestrale sur Tularis. L'elfe noir ne sembla pas remarquer son adversaire, son Drake fauchant toujours les lanciers. Ce n'est que lorsque l'arme ne fut qu'à une main de sa tête qu'il en tint compte. Son Drake décrivit un arc de cercle sans ralentir et coupa en deux le manche de la hache, ainsi que le crâne du capitaine dans le même mouvement. Tularis pendit ses lèvres d'un sourire perfide alors que le cadavre touchait le sol. Le seigneur du meurtre festoyait. Avec Tyrion au cœur des combats, il incombait à Coril et aux autres capitaines de conduire le reste de l'Ost à la bataille. Ils couraient, déterminés à ne pas laisser leur commandant impétueux se battre seul. Les gardes Phénix et les lions blancs formaient le centre de la ligne, complétés par des gardes maritimes vétérans d'Aisling sur la gauche et de solides lanciers de Loterne à droite. Ils comptaient parmi l'élite soldatesque d'Ultuan, et Cor-Il nota avec approbation que la vitesse de leur progression ne mettait pas sa ligne de bataille en désordre. Pourtant, Cor-Il n'était pas serein. Le général elfe noir n'avait pas tenté de réorganiser ses forces pour accueillir des milliers d'elfes arrivant sur son flanc. L'instinct de Cor-Il lui criait que quelque chose clochait, sans qu'il parvienne à en deviner la nature. Minuit approchait, et Drusalla était assise sur le plus haut piton volcanique, peu troublée par la bataille sanglante. Elle n'avait pas suivi cet host Druki par nécessité, mais pour garder un œil sur Malus Darkblade, dont elle tenait le destin entre ses doigts graciles. Elle avait entendu, mais pas observé, le fracas des chevaliers quelque part au sud-ouest sans y prêter attention. Dans l'esprit de la sorcière, de telles charges perdaient vite leur vigueur et remportaient rarement une bataille. Peut-être aurait-elle changé d'avis en voyant Tyrion à la tête de l'Ost, mais tel n'était pas le cas, et Drusalla se concentrait sur la progression de l'infanterie. La magie des plaines d'Elyrion était plus ancienne qu'il était possible de le dire. Plutôt, tandis que s'était approchée l'armée de Caradrian, elle avait réuni ce dédale de voiles invisibles comme un tisserand entoure une bobine de fil. Puis, elle l'avait projeté, dispersant l'ost de Caradrian. À présent, Drusalla enfonçait ses ongles dans ses voiles cachés et faisait éclater la ligne de bataille de Cor-Il. Cor-Il ne ressentait aucune nausée tandis que le monde changeait sous ses pieds. Rien en lui sembla étrange ou surnaturel. Il se trouvait en tête de colonne, Shaial entre ses mains, et l'instant d'après, une hydre rugissante se tenait devant lui, avide de mordre dans sa chair. Un guerrier moins accompli aurait sans doute péri à ce moment-là, mais pas Cor-Il, le tueur de Charandis. Sa hache trancha une des têtes de la bête, et l'odeur entêtante de son sang emplit l'air. Les autres têtes sifflèrent de douleur et se tendirent vers le capitaine des Lions Blancs, mais Cor-Il fut le plus rapide. Il se jeta au sol, glissa sous le monstre et enfonça profondément le fer de Shaial dans le ventre de la bête. Hurlant d'agonie, le monstre se cabra et Cor-Il roula à l'écart. Les têtes serpentiles revinrent s'assaillir toutefois. Le
capitaine n'était plus seul. D'autres lions blancs se ruaient en avant, mais sur les centaines de Crassiens qui avaient suivi Coril, jusque-là il n'en restait que quelques dizaines. Pour la première fois, Coril se rendit compte qu'il était loin de là où il pensait se trouver. Au moins, savait-il à présent comment Caradrian avait été encerclé, mais cette découverte ne l'aidait point. À travers les marches du patrouilleur se produisait la même chose. La ligne de Coril, si ordonnée et disciplinée, avait été éparpillée aux quatre vents, tandis que les chemins d'Ellyrion se modifiaient. Les hauts elfes, qui avaient cru voir l'ennemi en face, se retrouvaient assaillis de tous côtés. Réalisant promptement leur péril, les sentinelles organisèrent leurs lanciers en cercle défensif. Les boucliers furent plantés au sol et les hampes abaissées pour recevoir la charge. Nul n'exécuta cette manœuvre plus vite que les gardes maritimes de Loterne, qui libérèrent bientôt leurs flèches dans les rangs des elfes noirs. La discipline sauva les hauts elfes du désastre. Mais l'issue de la bataille demeurait incertaine, car les régiments d'Ultuan ne se soutenaient plus les uns les autres. Seuls les chevaliers de Tyrion, hors de portée de Drusalla, chevauchaient librement. Au cœur des combats, Malus Darkblade vit Tyrion et les chevaliers d'Ellyrion faire voler en éclats une autre de ses troupes, et poussa un juron. Il avait pensé éliminer les forces pathétiques de Caradrian avec des pertes minimes, mais il n'en serait rien. Il connaissait Tyrion depuis longtemps et savait que la tête du prince était un prix inestimable, un de ceux que son épée warp, dont la taille avait été restaurée avec l'emprisonnement de Tsarkan, pouvait se saisir. Quelle que fût la nature de l'enchantement de Drusalla, elle avait non seulement confiné Tsarkan dans les tréfonds de son âme, mais aussi lié les pleins pouvoirs du démon à sa volonté. Malus sentait la force de Tsarkan bouillonner dans ses veines. Il savait que même Tyrion ne pourrait se dresser devant une telle puissance. D'un cri, le tyran de Haggrave pressa Spite vers sa nouvelle proie, sans savoir que quelqu'un d'autre convoitait la tête du commandant aux elfes. Au nord, Tulalis Dreadbringer, le plus redouté des exécuteurs de Hagganeth, s'était lassé des phalanges de Crassiens. La voix de Cain agitait son esprit, et lorsqu'il vit Tyrion, il sut immédiatement quel était son destin. Les lions blancs de Coril étaient regroupés dans l'ombre du corps de l'hydre. Des traits d'arbalète fusaient autour d'eux, mais la plupart se plantaient dans la chair du monstre ou dans l'épaisse fourrure des lions blancs. L'acier étincelait, tandis que les lourdes haches mordaient les écailles des capes des corsaires ou brisaient les boucliers estampillés d'un crâne, mais Coril savait qu'il serait bientôt submergé. Les Nagarotti étaient trop nombreux, et ses effectifs insuffisants. À mi-distance, il distinguait la bannière d'Assurian éclatante dans le ciel sombre. Le capitaine des Lions Blancs prit sa décision. Il fendit le corsaire face à lui, appela ses soldats à le suivre et s'engouffra dans la brèche, chaque coup le rapprochant dans l'étendard scintillant du Créateur. Les cavaliers de Tyrion fatiguaient. Comme Drusalla l'avait prévu, leur ferveur serait leur fléau. Tandis que les patrouilleurs exténués dirigeaient leur monture vers la sécurité d'une ligne de bataille aux elfes qui n'existait plus, les chevaliers de Malus et les exécuteurs de Tulalis se rapprochaient des fils d'Ellyrion comme les mâchoires du dragon du monde. Les lances transpercèrent les corps, les drakes hachèrent les destriers menus puis terrassèrent leurs cavaliers. L'odeur du sang se mêlait au parfum de la terreur et à celui du fumier, mais les survivants poursuivaient le combat. Tyrion luttait à leur côté. Chaque coup de son épée fendait le casque d'un exécuteur ou envoyait un chevalier du sang-froid s'écraser sur l'herbe détrempée. Cependant, pris dans le vacarme des combats, le régent
ignorait les dangereux ennemis qui le traquaient.